Alors, on reprend. On a quelques minutes de retard, mais enfin, on est quand même pas mal. Donc, notre ami Bruno Falissard, qui est donc professeur de biostatistique, pédopsychiatre, et membre de l'Académie de médecine. Et moi, j'ai surtout fait sa connaissance au niveau de le rapport qu'il a fait sur les thérapeutiques non conventionnelles, rapport de l'INSERM, où on parle évidemment de l'auriculothérapie, et c'est là où j'ai fait sa connaissance. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé pour ça, évidemment. Donc je vais le laisser s'exprimer. Et donc le thème de son allocution est destruction et reconstruction de l'evidence-based medicine. Et ça fait donc 1 an qu'on attend avec impatience ce qu'il va nous dire, puisque ça fait 1 an qu'on a reporté ce symposium. Je lui donne le micro. Merci. Donc, j'ai l'impression que je peux parler sans masque, c'est ça? Ou... Non, mais dites-moi, c'est pas... C'est mieux, parce qu'on entend mieux. D'accord. Ah ben, je vais les casser, du coup. Écoutez, je suis ravi de pouvoir enfin faire une conférence devant des vrais gens. Bon, hier, c'était le cas. Ça commence, c'est le printemps des conférences. Alors, je ne suis pas auriculothérapeute du tout, j'y connais rien. Donc, du coup, je vais sûrement dire des choses qui vont vous choquer, qui vont vous fâcher, mais c'est la vie. Si on veut avancer, il faut qu'on partage nos points de vue, et parfois les points de vue peuvent être un peu rugueux, c'est comme ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour de l'evidence-based medicine. Voilà. Et donc, je vous propose de réfléchir sur ce sujet, en sachant que, donc à l'origine, ça part d'une intention qui était louable. Si vous voulez, je dirais après la Seconde Guerre mondiale, et puis doucement, progressivement, et puis il y a eu un point culminant en 1990. Des collègues, en particulier d'Amérique du Nord, se disent il y en a marre qu'il y ait des mandarins qui disent qu'il faut soigner comme ça, c'est pas rationnel, il faut une médecine rationnelle basée sur des preuves. Voilà. Et c'est très difficile, dit comme ça, d'aller contre. Et en fait, c'est toujours pareil, derrière les mots, il se cache des choses compliquées. Vous voyez, par exemple, rationnel, ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, les philosophes ne sont pas tous d'accord sur le sens de ce mot. Et la définition qui est la plus consensuelle aujourd'hui, c'est que quelqu'un est rationnel quand il arrive à mettre en œuvre ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Vous voyez? C'est parce qu'en fait, on dit, avant rationnel, c'était qui obéit au principe de non-contradiction, etc. Il y avait un côté logique. Hein. Maintenant, en fait, c'est compliqué parce que dans la vie, et surtout avec des patients, c'est compliqué, les patients ne sont pas rationnels. Parfois, ils disent, j'arrive, j'ai peur de mourir, je suis malade, etc. On leur donne un traitement, ils ne le prennent pas. C'est pas rationnel. Et puis nous, soignants, on n'est pas rationnels non plus. On est fatigué et parfois on dit des choses qui ne sont pas thérapeutiques. Voilà, et en fait, être rationnel, c'est arriver à ses fins. Et puis pareil, la preuve, alors oui, la preuve, mais quelle est la définition d'une preuve? Pareil, il y a des philosophes qui disent, une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Et donc vous voyez, oui, alors, rationalité, preuve, ouais, mais c'est plus compliqué. Alors, dans le champ de la médecine, c'est plus compliqué, mais il faut bien reconnaître que c'est plus compliqué pour des raisons historiques aussi. C'est qu'en fait, si vous voulez, dans la science, vous savez, le doute est l'ami du scientifique. Je fais une expérience, je trouve un truc, je dois douter des résultats, je dois les critiquer, les collègues vont douter, vont me critiquer, vous savez, hein, il y a des revues à comité de lecture, ils lisent ce qu'on dit, et puis d'ailleurs c'est anonyme, et puis ils vous flinguent, et c'est vraiment, le monde scientifique est dur sur la critique, et doit vous inviter à douter en permanence. Imaginez, vous avez en face de vous un médecin qui doute en permanence, ça ne va pas marcher. Même si vous avez un patient scientifique en face de vous,
si vous êtes avec lui comme un scientifique, ça ne va pas marcher. Parce que vous dites, ah ben oui, ben écoutez, il y a tant de chances que vous ayez ça. Oui, mais ça veut dire quoi, tant de chances qu'il a ça, lui? Et puis je vais vous donner un médicament, mais il y a tant de chances qu'il marche, tant de chances qu'il ne marche pas. Mais vous voyez bien, non, on dit, bah écoutez, moi je pense que vous avez ce traitement, ce diagnostic, voilà, je pense que c'est ça, et je pense qu'il faut que vous preniez ça, parce que je pense que ça va marcher. Et vous voyez, quand vous dites ça comme ça, ben, le médicament, il marche mieux. Tout le monde le sait. Hein. C'est-à-dire que le doute est quelque part, le surdoute est un ennemi de la thérapeutique, est un ennemi de la médecine. Et c'est comme ça, parce que les patients sont humains et les médecins aussi. Un médecin qui doute sans arrêt, le soir, il ne peut pas dormir. Alors le problème, c'est que si vous n'avez jamais de doute, jamais, vous devenez un mauvais soignant. Parce que vous ne remettez pas en question vos idées reçues. Or, on a tous des idées reçues, on pense tous qu'on est des bons soignants, parce que sinon on ne ferait pas le métier. Hein. Et donc, alors je vois des têtes qui disent « Ah, comme ça ». Non, bien sûr, mais on pense qu'on n'est pas complètement mauvais non plus. Il faut être honnête. Hein. Et donc, ben voilà, et donc il y a une tension entre science et médecine. Voilà, c'est la vie, il faut trier. Aujourd'hui, on est en tension d'un côté ou de l'autre. Alors, regardons historiquement comment ça s'est passé. C'est vrai qu'en gros, avant les Lumières, c'est-à-dire avant le XVIIIe siècle, la science en médecine, il y en avait, hein, depuis, tout doucement, depuis Galien, Vézal, etc., il y avait une préscience. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, et le XIXe siècle surtout, il y a Claude Bernard, puis Pasteur, etc. Et c'est logique parce que c'est les Lumières, c'est-à-dire l'avancement des connaissances doit reposer sur la rationalité et la science. Et donc, du coup, la science envahit la médecine. Et on ne peut pas dire que c'est mal, puisque les antibiotiques ont été trouvés, et vous connaissez, vous imaginez la médecine sans antibiotiques, hein, c'est bien pire que la médecine sans antiviraux. Et ben voilà, donc grand succès de la science en médecine, grand succès de Claude Bernard, de Pasteur, les vaccins, etc. Vive les vaccins. Et puis on se rend compte à partir de la moitié du XXe siècle qu'en fait, oui, c'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça, si vous voulez. C'est que, en fait, la science en médecine, elle bute sur plein de trucs. Pourquoi? Parce qu'un être humain est horriblement compliqué. Voilà, donc en fait, on n'arrive pas à tout expliquer. Et il y a des médecins, après la Seconde Guerre mondiale, qui disent « Ouais, mais quand même, c'est embêtant, ça, voilà, comment on va faire ?» Et donc, ils utilisent la statistique. Ils disent « Ben voilà, on va oublier la science classique, on ne va pas se poser de questions, vous avez ce traitement, vous demandez s'il marche, ben on va tirer au sort, 100 personnes en donnent A, 100 personnes en donnent B, on attend 6 mois, on regarde qui est mort et qui est vivant, et puis on va dire, ben, s'il y a moins de morts avec A, c'est que A est bon. » Vous voyez, c'est vraiment un changement de paradigme, hein. C'est plus du tout la même façon de penser. Et ça a donné lieu, progressivement, à des succès thérapeutiques, hein, en cancérologie, en cardiologie, dans le VIH. S'il n'y avait pas eu les essais thérapeutiques, on n'en serait pas du tout là où on en est. Hein. Donc, grand succès méthodologique. Et puis, ça arrive à l'evidence-based medicine. Donc, le concept est créé en 1990, il est publié en 1996. Et c'est quoi? Alors, dans les papiers, c'était, ben voilà, comment doit se construire la médecine, comment doit se construire la pratique médicale, avec 3 cercles. Un, ben, les données des essais thérapeutiques. C'est-à-dire, on doit savoir, en général, dans ce qu'on appelle telle maladie, qu'est-ce qui marche. Après, ben, ce que veut le patient, quand même, parce que le patient, il peut avoir le droit de dire aussi qu'il n'a pas envie de ce traitement parce que ça donne des effets indésirables sur la sexualité et qu'il a envie qu'elle soit conservée. Ça le regarde. Hein. Même si, après, c'est un médicament qui marche moins, mais c'est à lui de décider ses priorités. Et puis, l'expertise clinique. Parce que les gens, ils disent, mais oui, mais tous ces résultats statistiques, c'est pour des patients moyens. Mais le patient que vous avez en face de vous, il n'est pas moyen. Et il a toujours des spécificités. Et donc, c'est au médecin de se glisser dans les interstices de la singularité et de dire, ah oui, mais pour ce patient-là, en fait, normalement, dans la maladie, on devrait donner ça, mais je ne vais pas lui donner ça, je vais lui donner autre chose, parce que pour lui, je pense que c'est mieux. Voilà, il y avait les 3. Et alors, ce qui s'est passé,
Donc moi je trouve ça très bien, l'évidence-based medicine comme ça, dans le fond c'était bien. Mais il y a eu une dérive qui est venue alors de choses qu'on ne dit pas assez. Elle est venue, du fait que depuis 1990, eh bien, ce sont les administratifs qui se sont mis à diriger les hôpitaux. Et il y a eu en même temps ce qu'on appelle le New Public Management, c'est-à-dire le fait qu'on ait transposé dans la sphère publique les stratégies de management du privé, avec, vous savez, le reporting, etc., et tous ces trucs-là. Et donc les administratifs, ils ont vu Evidence-Based Medicine, ils ont dit « Ah, c'est pas mal ça, mais il y a un rang qui est l'avis du clinicien, ça ne m'intéresse pas du tout. » Vous voyez, parce que, bien sûr, c'est pas, si je permets au clinicien de décider de stratégies thérapeutiques que lui pense bonnes, moi, ça ne me va pas du tout. Et donc, progressivement, l'avis du clinicien a disparu. D'ailleurs, dans les recommandations de la HAS, il n'y a plus ça. Hein. Est-ce qu'il y a marqué si vous pensez que c'est mieux, alors faites autre chose. Non, ce n'est pas le genre de la HAS. Hein. Et puis la préférence du patient, alors là c'est très embêtant parce que c'est politiquement correct de dire que les patients doivent choisir, sauf que bon, les patients on s'en méfie quand même, hein, et donc on le dit à demi-mot, quoi. Hein. Et donc il y a eu une dérive de l'évidence-based medicine, et en fait il n'y a plus que les études statistiques. Ce qui naturellement est un drame. C'est juste une évidence, quoi, hein, parce que c'était pas fait pour ça du tout. Alors, mais bon, ben voilà, c'est la vie, ça a continué. Et puis là, ce qui se passe depuis, je dirais 5 ans, 10 ans, c'est que, en plus de ces problèmes, sont arrivés d'autres problèmes. C'est que, ben, par exemple, avant, vous savez, les médicaments, il y avait une AMM. Quand il y avait une AMM, ils étaient remboursés. Aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. Il y a l'AMM, mais il faut qu'on décide du remboursement. Parce qu'il y a tellement de nouveaux médicaments qui coûtent très très cher qu'on ne peut plus rembourser tous les médicaments qui ont une AMM. Et donc, il y a un nouveau paradigme. Un essai thérapeutique randomisé, ça ne suffit pas. Il faut montrer qu'en plus, on est coût-efficace. Donc, c'est un nouveau truc. Après, il y a le problème de l'implémentation. C'est que, en fait, un médicament, 20 mg de fluoxétine, que ce soit aux États-Unis ou en France, bon, à la louche, c'est pareil, sauf qu'on ne le prescrit pas pareil. Hein. On ne parle pas pareil aux patients. Et en fonction de la façon qu'on a de parler aux patients, ben, la fluoxétine, elle n'a pas le même effet. Mais bon, on va dire qu'on néglige. Avec un anticancéreux, on peut imaginer que c'est faible l'effet. Mais il y a plein de soins, la chirurgie par exemple. Ben, on va dire telle intervention chirurgicale. Mais oui, mais telle intervention chirurgicale, qui l'a fait? On est bien d'accord, avant de se faire opérer de la moelle épinière, on va choisir le chirurgien qui va vous enfoncer les bistouris dans le dos. Hein. Et donc en fait, dire que ce soin est efficace sans s'intéresser à qui le fait, comment il a été formé, combien de temps il prend avec vous dans la consultation, etc., ben, le soin ne va pas être aussi efficace. Il y a un problème d'implémentation. Et puis il y a des gens qui disent qu'il y a un problème de science aussi. C'est que dans l'évidence-based medicine, en fait, il n'y a pas de science fondamentale. Vous voyez, le mécanisme d'action d'un médicament n'intervient pas dans la décision d'efficacité. Ce qui est curieux, hein. C'est-à-dire qu'un beau mécanisme d'action, en fait, on s'en fiche. Sauf dans des endroits en chirurgie, par exemple. Hein. En chirurgie, une belle intervention, ah ben, même sans essai thérapeutique, eh ben, les chirurgiens vont l'utiliser. Parce qu'il y a de la physiopathologie derrière. Donc vous voyez, là on arrive à un stade où l'évidence-based medicine, elle craquelle un peu de partout. Elle est attaquée parce que cliniquement, quand même, elle pose des problèmes, et puis pour les payeurs, elle pose des problèmes, et puis il y a un problème pragmatique d'implémentation, et puis il y a des associations de patients qui disent, en cancérologie, vous dites que les chimios, elles sont efficaces, sauf que nous, on vomit, et vous pourriez nous demander notre avis avant de nous les coller, quoi. Alors du coup, ben, on en est là aujourd'hui, hein, ben, c'est l'heure de reconstruire une autre evidence-based medicine. Alors il y a des choses faciles là-dedans et des choses difficiles. Les choses faciles, c'est, ben, on va reprendre ce que je disais, pour l'implémentation, ben, quand on propose un nouveau soin, il y a quand même des choses, des questions qu'on ne se posait pas avant, mais qu'il faut se poser. C'est ben, quel est le contenu du soin? Pourquoi? Parce que dans une pilule, ben, c'est marqué dessus, quoi, a priori. Sauf qu'on a vu pour le lévothyrox et tout ça, vous avez vu pour la thyroïde, en fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple.
Donc, en tout cas, pour les médicaments, bon, c'est de la biochimie, de la chimie, on peut doser, il y a des instruments pour doser, c'est assez facile. Pour la chirurgie, c'est déjà pas si simple. Pour les psychothérapies, ben, c'est encore moins simple. Et donc, et en fait, vous savez, même quand on dit on va faire des TCC, mais en fait, qui fait des TCC? Comment il ou elle a été formé? Qu'est-ce qu'elle fait? Combien de temps il prend? Combien de séances? Une séance par semaine pendant 6 mois, c'est pareil que 3 séances par semaine pendant 2 mois? J'en sais rien. Vous voyez? Et donc, il faut définir le contenu du soin, définir comment ont été formés les soignants, définir la durée de consultation, etc., etc., et même le tarif de la consultation. Et même. Donc, ça coûte pas cher, il faut le faire. Alors après, il y a les questions de coût-efficacité, etc. Ben, on sait, bon, les essais randomisés, c'est pas terrible pour le coût-efficacité. Les Anglais savent très bien faire ça, et pour les Anglais, le coût-efficacité, c'est ça qui décide du remboursement. Hein. C'est, en Grande-Bretagne, on rembourse en fonction du coût pour une année de vie de qualité gagnée. Hein. Si c'est au-dessus de 30 000 livres, on ne rembourse pas. Si c'est en dessous, on rembourse. Donc la vie humaine a un prix, en gros, 3 millions de livres, 2 millions de livres. Alors ça vous choque, en France, c'est pareil, mais on ne le dit pas. Alors c'est pareil, hein, alors j'exagère, en médecine, il y a un peu, hein, il y a le CESP, à la Haute Autorité de Santé, qui fait des études médico-économiques et qui calcule des coûts par poids libre, mais ce n'est pas un coût près comme en Grande-Bretagne. D'ailleurs, même en Grande-Bretagne, ce n'est pas complètement un coût près. Pour la cancéro, les soins palliatifs, ce n'est pas pareil. On pourrait se demander pourquoi. Bref, on peut faire des études. Alors, les essais randomisés peuvent servir, mais le mieux, c'est des études épidémiologiques de cohorte, et ça se fait de plus en plus. Alors, le point de vue du patient, maintenant, on utilise des mesures de qualité de vie, c'est pas mal, mais on peut faire mieux des études qualitatives. Hein, vous voyez, des entretiens ouverts pour demander à des gens, ben, prends 20 femmes qui sont en chimio pour un cancer du sein, ben, c'est quoi la vie, quoi? Voilà. De la sexualité, de la modification de son schéma corporel parce que les cheveux tombent, etc., du fait qu'on va mieux parce que ben, on le sent. Enfin, voilà, on a besoin de faire des études qualitatives pour savoir comment les gens vivent dans ces traitements qui peuvent être très durs ou qui peuvent être chroniques. Donc ça, c'est facile. Après, ce qui est difficile, c'est quid de l'introduction d'un savoir scientifique fondamental dans l'évaluation des traitements. Et alors là, il y a un vrai enjeu, parce qu'aujourd'hui, en plus de l'evidence-based medicine, il y a la science-based medicine. Et en fait, ils sont encore plus durs que l'evidence-based medicine. Ils critiquent l'evidence-based medicine parce que l'evidence-based medicine ne s'intéresse pas à la biologie fondamentale. Et donc, pour qu'un traitement soit efficace, il faut qu'en plus on trouve un mécanisme d'action expliqué par la science, c'est-à-dire par la biologie. Alors là, il y a une question, c'est est-ce que c'est une médecine fondée sur la science ou est-ce que c'est une médecine fondée sur le scientisme? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça marcherait si la science était capable d'expliquer tout ce qui se passe chez un malade. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple d'une dorsalgie chronique, super banale, hein. Alors, quelqu'un a mal, alors bon, on peut savoir si c'est un muscle, un nerf, etc., mais un muscle, enfin, il y a plein de muscles, c'est un système, quoi, il y a des postures, il y a le fait qu'en plus on est assis, enfin, aucun mammifère ne passe 8 heures par jour à être assis. Donc du coup, on n'est pas fait pour ça. Du coup, il se passe des choses, mais en fait, vous savez, les kinés, les ostéopathes, les orthopédistes savent très bien qu'en fait, on peut, parce que j'ai mal aux pieds. Il faut le mettre plus haut parce que ça craquelle, parce que vous touchez l'antenne. Ah, d'accord. Parce que j'ai mal aux pieds, tout d'un coup, je peux avoir de l'arthrose de hanche. Hein, tout ça est compliqué. Mais en plus, pourquoi vous avez mal au dos? Parce que vous restez assis devant votre ordinateur, mais parce que votre patron vous engueule, donc vous êtes crispé, donc ça vous tend les muscles du dos, et c'est aussi pour ça que vous avez mal. Donc, et puis parce que vous êtes trop gros, pourquoi? Parce qu'on ne bouge pas assez. Et on ne bouge pas assez, pourquoi? Parce que c'est la société qui est comme ça. Vous voyez comment c'est compliqué. Il n'y a pas une science qui permet de tout expliquer. Alors, du coup, mais on sent bien de notre côté qu'un soin qui a un rationnel scientifique fort
On ne peut pas dire que c'est rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas un mois où un nouvel agent anticancéreux est remboursé à la commission de transparence sans essai randomisé contrôlé, sans études contrôlées même. C'est juste une cohorte de patients et on regarde que la croissance tumorale diminue. Pourquoi c'est accepté? À cause du mécanisme d'action, parce que c'est un anticorps monoclonal qui va se fixer sur un récepteur qui a à voir avec la mutation de la tumeur et donc logiquement ça doit marcher. C'est incroyable, vous voyez la rupture épistémologique dans l'évaluation du médicament. Alors là, et même là, mais les payeurs sont très embêtés parce qu'on paye quoi? On ne paye pas un mécanisme d'action, on paye le bien qu'on fait à des citoyens. Alors le temps passe, j'arrive à ma conclusion. Donc là, il y a une tension autour de la science. Alors, je pense que plein de soins ne peuvent pas revendiquer un mécanisme d'action clair. Alors, par contre, on voit plein de soins, en particulier dans les soins non conventionnels, qui revendiquent des semi-mécanismes d'action. Alors, je ne vais pas prendre l'auriculothérapie naturellement, puisque j'y connais rien, je vais prendre l'acupuncture. Vous connaissez, hein? Alors l'acupuncture, il y a une théorie, il y a des mécanismes d'action allégués. Mais vous savez qu'il y a des expériences, et alors il y a des essais randomisés, il y a des expériences pour trouver les méridiens et tout ça, ça marche moyen. Hein. Ça marche moyen. On ne va pas rentrer dans le débat, mais je dis que ça marche moyen. Alors, et pour moi, c'est un peu comme, vous savez, au XIXe siècle, avec la théorie des miasmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Au XIXe siècle, dans les épidémies, on était persuadé que c'était les mauvaises odeurs qui transmettaient des épidémies. D'ailleurs, comme traitement, il y avait, on donnait des plantes qui avaient des odeurs très fortes pour chasser les mauvaises odeurs. Donc on disait que les cadavres en putréfaction, les mauvaises odeurs se transportaient dans l'air et puis transmettaient la maladie. Et cette question s'est posée sur le choléra. Et il y a eu des gens qui disaient « mais non, c'est pas l'air, c'est le contact, et puis c'est l'eau, mais non, mais oui, etc. » Alors bien sûr, vous savez que les miasmes, c'est pas vraiment ça, c'est des microbes. Mais, en fait, donc, pour le choléra, ils se sont fâchés, et puis on a réussi à montrer statistiquement que c'était pas par l'air, que c'était par l'eau. C'est John Snow à Londres avec les égouts. Sauf que, en fait, on sait bien aujourd'hui qu'en aérant les pièces, c'est quand même pas plus mal pour les épidémies. Donc vous voyez, la théorie des miasmes, de façon brutale, elle est fausse, mais en fait, elle n'est pas si fausse que ça. Si on regarde que le pragmatisme, vous voyez, elle est demi-fausse. Elle est demi-fausse, c'est qu'elle est en partie vraie, c'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir de la contagion par l'air. Ce n'est pas à cause des odeurs, même si vous savez qu'il y a des infections bactériennes qui sentent mauvais. Vous voyez comment il y a eu un mélange dans la tête des collègues qui ont eu des intuitions et qui ont construit des théories, alors on peut les appeler néo-hippocratiques, vous voyez, où selon Auguste Comte, ça relève d'une métaphysique pragmatique, c'est-à-dire ce n'est pas à proprement parler scientifique, c'est une construction intellectuelle qui explique le monde sur la base d'observations de la vie quotidienne. Et je pense que dans l'acupuncture, on en est au même stade que les miasmes, c'est-à-dire ça doit être à moitié vrai, ce que disent les acupuncteurs. Et je différencie bien ce qu'ils disent de ce qu'ils font. Et ça, c'est une collègue ostéopathe extrêmement forte, une clinicienne hors norme, qui m'avait dit ça un jour. Elle m'avait dit « leurs mots sont faux, leurs mains sont justes ». C'est-à-dire que beaucoup du discours de l'ostéopathie doit être faux, au sens des miasmes, quoi. Mais en fait, les gestes, souvent, doivent être justes. Comme d'ouvrir les fenêtres, en fait, c'est une bonne idée. Eh bien, je pense qu'il y a tout un champ de la médecine où on en est là aujourd'hui. Alors, j'en arrive à mon mot de conclusion. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'évidence-based médecine est challengée, et c'est bien. Après, il y a des solutions, des trucs faciles, je vous l'ai dit tout à l'heure, faut définir qui sont les soignants, comment ils sont formés, quel est le soin, etc., etc., combien de temps on prend, parce que bien sûr, si on passe comme 10 minutes par patient, eh ben, en prescrivant la même pilule n'aura pas la même efficacité que si vous passez une demi-heure, et ça, il faut le savoir, il faut le dire. Le temps, c'est important. Donc, le soin. Et puis, interroger les patients, faire des études qualitatives, et puis de l'humilité.
De l'humilité parce que, eh bien, les histoires que l'on raconte sur comment marchent les soins, eh bien, en fait, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose. Alors là-dedans, il y a la biologie, et il faut reconnaître que la biologie, eh ben, ça a permis de découvrir les vaccins, les antibiotiques, les anticancéreux. Maintenant, on a les biothérapies qui sont pas mal. Franchement, la médecine a changé depuis la biologie. Et donc, il faut le dire aussi. Mais que la biologie ne peut pas tout. Et donc, il faut construire, il faut faire des avancées dans les sciences fondamentales pour pouvoir construire des sciences, sûrement pas une science, mais des sciences qui permettront d'expliquer comment fonctionnent les soins, en particulier en tenant compte de l'irrationalité des patients, parce que c'est la vie. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment avancer en proposant des soins qu'attendent nos concitoyens. Merci pour votre attention. Alors, on remercie évidemment notre ami qui nous a dit des choses qui correspondent tout à fait à ce qu'on pense depuis des années et qui malheureusement voit évoluer la médecine actuellement dans une technocratie administrative épouvantable. Et encore, à mon nom propre, moi je suis dans le privé, donc j'ai pas trop ça. J'ai une fille qui est pédopsychiatre à l'hôpital, et c'est un beau métier, mais voilà, c'est épouvantable. Bon, bref, parce qu'on voit que l'évolution administrative, elle veut justement soigner ses malades, et au-dessus, il y a tout un tas de gens qui font des trucs qui sont complètement délirants, et elle me dit, mais on va plus pouvoir soigner personne, là. Moi, je vais faire des... Elle passe son temps sur son ordinateur à cocher des cases, et voilà, enfin bref, donc on est bien d'accord sur ce que vous dites, là, voilà. Alors nous, en auriculo, il est certain qu'on essaye d'avancer effectivement sur les deux choses, c'est-à-dire d'avancer en même temps sur la partie clinique, parce qu'on a des résultats qui sont extraordinaires, c'est-à-dire que si on n'a pas les pieds bien dans le sol, à des moments, on fait des trucs où la personne repart, elle arrive, elle marche pas, elle repart, elle marche. On pourrait se dire, on est complètement... on a un problème, là on se prend un peu pour Jésus-Christ, tout ça, alors qu'en fait, non, on fait de la neurologie, on appuie sur des points, on stimule des zones, bon, d'accord. Donc nous, on est cliniciens, mais en même temps, on a cette formation médicale qui fait qu'on veut comprendre, on essaye de comprendre, et on essaye de trouver des systèmes de recherche. Là, c'est dommage, vous n'étiez pas là pour le Michel Marignan, mais qui est un chercheur, et qui justement cherche des pistes en neurologie pour comprendre ce qu'on fait. Voilà. Donc on est vraiment dans tout ce que vous dites. Alors, y a-t-il des questions? Parce que là, je parle. Alors, attends, je vais aller avec mon micro pour les questions. Alors, hop, notre amie Julienne, qui s'est cachée au fond de la salle, comme d'habitude. Oui, vous êtes un grand patron, puisque vous faites partie de l'Académie de médecine, et en même temps, vous avez une mentalité de médecin généraliste. Donc, vous êtes très gentil, vous voyez les plus et les moins, donc ça, je vous félicite d'être resté médecin généraliste de campagne. Je voudrais savoir ce que vous pensez des traitements double aveugle. Quand on fait des traitements double aveugle chez les gens cancéreux, en donnant une chance possible de guérison sur une partie d'entre eux, et en ne donnant aucune chance possible théoriquement de guérison. Est-ce que c'est logique sur l'éthique médicale? Alors, j'arrive avec le micro, parce que comme on est en télétransmission, il faut évidemment que tout le monde puisse écouter la réponse qui va être, je pense, très intéressante. Il faut tenir bien en haut. Bien en haut. Voilà. Alors, c'est en principe, dans un essai randomisé, il faut qu'il y ait la condition d'équipoise, c'est-à-dire il faut qu'il n'y ait pas de perte de chance en fonction du groupe dans lequel on est. Alors, bien sûr, en pratique, il faut être honnête, c'est pas toujours vrai. Alors, moi je dirais, il y a deux choses. Il y a, là où, sur le plan des principes, on peut considérer que s'il n'y a pas de perte de chance par rapport à ce que vous pourriez avoir si vous n'étiez pas dans l'essai, alors ce n'est pas choquant éthiquement. Et donc, par exemple, si c'est un anticancéreux, qu'en fait vous êtes en 3e ligne métastatique et qu'il n'y a plus de traitement, alors on peut vous donner un placebo.
Surtout qu'en général, les patients qui sont inclus dans les essais sont mieux soignés, globalement. On s'en occupe, ils ont plus d'imagerie, on les revoit plus souvent, etc. Donc c'est tolérable éthiquement. Alors après, là aussi, ça n'est pas toujours le cas. Il y a des cas où c'est vrai que dans l'étude, si on est dans le bras contrôle, on a possiblement moins de chances qu'en général. Donc là, ça pose un problème. Alors là, il faut être honnête, c'est pas forcément joli, mais c'est la réalité, c'est-à-dire il y a des pays où, eh ben, de toute façon, si vous n'êtes pas dans l'essai et que vous êtes pauvre, vous ne serez pas soigné. Et donc, ben, à ce moment-là, ben, l'essai il devient éthique. Et alors, bien sûr, c'est pour ça que ben, on fait beaucoup moins d'essais en France qu'en Amérique du Sud, en Europe de l'Est et même aux États-Unis, puisque vous savez qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas d'argent, eh ben, le soin peut être compliqué. Voilà, donc ces questions éthiques sont horriblement compliquées, et encore plus dans notre pays, parce qu'on a la chance quand même d'avoir un système de soins qui est assez généreux et équitable, malgré tout. Quoi qu'on en pense, hein, quand on va ailleurs, je vous garantis que ça fait drôle. Hein. Voilà, eh ben, je vous remercie beaucoup.